Allez, ça va être sympa. Donc aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur l'intégrale de Riemann. Donc cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, elle fait suite à la précédente vidéo que j'ai déjà postée, dans laquelle on regardait la construction intuitive de l'intégrale de Riemann. Donc on n'avait rien fait de très rigoureux, mais on avait présenté les bases, les notions et l'intuition qu'il y avait derrière la construction de l'intégrale de Riemann. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la première partie pour la construction de l'intégrale de Riemann, c'est-à-dire l'intégrale des fonctions en escalier. Je vous précise que ce que je vous présente, c'est des notes manuscrites extraite d'un super poli de Jean-Christophe Breton. Je vous mets le lien de son document directement sous la vidéo. Et on est parti. Allez, on va passer un bon moment ensemble, c'est parti. Partie 1, on va regarder aujourd'hui l'intégrale des fonctions en escalier. Let's go. Donc première partie, on va regarder fonctions en escalier. Qu'est-ce que c'est que les fonctions en escalier? On va commencer par définir la subdivision. Qu'est-ce que c'est qu'une subdivision? Donc on va commencer par prendre un intervalle AB fini, réel, et du coup on va appeler subdivision de notre intervalle AB toute suite finie, ordonnée, TI. Donc on va indexer I entre 0 et N. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on suppose qu'on a une subdivision qui comporte n plus 1 point, d'accord, de AB. Donc en fait, les TI, c'est simplement des points de AB qui sont ordonnés. Du coup, voilà, c'est juste ça, une subdivision de S. On va avoir A qui va être égal à T0, ils vont être ordonnés jusqu'à Tn qui va être égal à B. Ensuite, on va appeler pas de la subdivision la quantité ρ de S qui va être égale en fait au max des TI plus 1 moins TI. Du coup avec I qui est entre 0 et n-1. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le pas de la subdivision, c'est le plus grand écart qu'on a entre deux points successifs de notre subdivision, d'accord? Du coup, voilà, on peut continuer. Exemple, si on prend l'intervalle 0, 1, bah, on va pouvoir avoir 0, 1,5, 1, ou encore 0, 1 sur n, 2 sur n, jusqu'à n-1 sur n, 1, qui vont être deux subdivisions de 0, 1. Ces subdivisions, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont à pas constant, ok? C'est-à-dire que l'écart entre TI plus 1 moins TI, c'est tout le temps le même, peu importe la valeur de I. On se rend compte que l'écart pour la première subdivision, l'écart entre 0 et 1,5, c'est le même que l'écart entre 1,5 et 1, et pour la deuxième subdivision, bah, à chaque fois, on a un saut de 1 sur n entre TI et TI plus 1. Donc, on a deux subdivisions qui sont dites à pas constant. On va voir maintenant des subdivisions de 0,1 qui sont à pas non constant. Donc si par exemple on prend 0, 1 tiers 1 et 0, 1 dixième, 3 dixièmes, 7 dixièmes 1, on voit que dans ces deux subdivisions, on a des sauts qui sont irréguliers, et donc c'est des subdivisions qui sont à pas non constant. Définition suivante, on va regarder la finesse d'une subdivision. Donc si on prend toujours AB un intervalle réel fini, et on va considérer grand S et grand S', deux subdivisions de, du coup, attention, j'ai marqué 0, 1, mais c'est deux subdivisions de AB ici, hein, c'est une erreur de notation avec le stylo. Si jamais S est inclus dans S', alors on va dire que S' est plus fine que S, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus fines? C'est-à-dire que S' a en fait plus de points que S et que tous les points de S sont compris dans S'. Donc un exemple assez simple, si on prend 0, 1 tiers, 2 tiers, 1, ça va être une subdivision plus fine que 0, 1 tiers, 1. Pourquoi? Parce que dans 0, 1 tiers, 1, et ben en fait, l'intégralité des points sont compris dans la première subdivision 0, 1 tiers, 2 tiers, 1. Ok? C'est tout simple. Une subdivision plus fine, je vous le répète, c'est une subdivision qui comporte plus de segments, donc plus de découpage de notre intervalle AB, mais dans lequel tous les points de S sont compris dans S', d'accord? Définition suivante, on va regarder la notion de fonction en escalier. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction en escalier? Donc on reprend une fonction f qui part de AB qui arrive dans R, et on va dire que notre fonction, ça va être une fonction en escalier s'il existe une subdivision S de AB qui va être telle que sur chaque intervalle de notre subdivision, la fonction f va être constante. Ok? Donc là, je vais mettre une petite pause. Je vous rappelle que notre subdivision S, on l'a décrite comme étant n plus 1 point, T0 jusqu'à Tn. Donc chaque TI, TI plus 1 va nous définir un intervalle que j'ai noté ici, TI, TI plus 1. On inclut toujours le premier à gauche et on exclut le suivant à droite. Ok? Et donc il va nous falloir que la fonction f, elle prenne une valeur constante sur chacun des intervalles TI, TI plus 1. Ce qui est particulier, c'est que la subdivision S, il faut qu'elle soit adaptée à notre fonction
f, c'est-à-dire que si en fait f elle est constante par morceau, si vous voulez quoi. Donc voilà. Dans ce cas, on a f qui va s'écrire de manière explicite comme la somme des lambda i fois les indicatrices. Dans ce cas-là, on a la fonction f qui va s'écrire de manière explicite comme la somme des lambda i fois les indicatrices ti, ti plus 1. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, si on prend l'indicatrice ti, ti plus 1, bah, quand on va piocher un point x dans notre segment AB, on va avoir deux cas possibles si on fixe la valeur de i. Soit x il appartient à ti, ti plus 1, et auquel cas l'indicatrice elle vaut juste 1, et auquel cas f de x ça vaut juste lambda i, puisque x il appartient à ti, ti plus 1, et si x il appartient pas à ti, ti plus 1, et ben notre indicatrice elle vaut 0, et donc du coup, bah, f de x ça va valoir la constante que prend f sur l'intervalle dans lequel est inclus le point x. Maintenant, on va regarder une notion d'intuition de ces fonctions en escalier. On va tracer rapidement un petit graphe. Donc, on va placer sur 0, 1 notre subdivision T1, T2, T3 jusqu'à Tn-1. Je vous rappelle que T0 vaut 0 et Tn vaut 1. Et maintenant, on va regarder notre fonction f. Elle va prendre une valeur constante lambda 0 sur l'intervalle 0, T1. Elle va prendre une autre constante lambda 2 sur l'intervalle T1, T2. Puis une autre constante lambda 3 sur T2, T3. Ok, c'est la définition d'une fonction en escalier. On a ici une subdivision adaptée à f, et sur chacun des intervalles, notre fonction f, elle va prendre une valeur constante. Et évidemment, sur le dernier intervalle que j'ai dessiné ici, c'est-à-dire Tn-1 Tn, ou Tn-1 1, je vous rappelle que Tn est égal à 1 ici, et ben notre fonction f, elle va prendre la valeur lambda n plus 1, qui est une constante. Proposition, maintenant, on va juste voir que l'ensemble des fonctions en escalier, c'est un espace vectoriel. Mais plus que ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions qui sont à valeur 2AB dans R. On dit donc que epsilon AB, qui est l'ensemble des fonctions en escalier sur AB, c'est un sous-espace vectoriel de f de AB dans R, et f de AB dans R, c'est juste l'ensemble des fonctions qui sont à valeur 2AB dans R. Ok ? Je vous fais un petit rappel sur comment est-ce qu'on prouve que f est un sous-espace vectoriel de E. On va avoir 3 points à vérifier pour ça. Le premier point qu'on va avoir à vérifier, c'est que f est non vide. Généralement, dans les démonstrations, il suffit de montrer que le point 0 appartient bien à f pour vérifier que f est non vide. Le deuxième point qu'on va avoir besoin de vérifier, ça va être que f est stable par combinaison linéaire. Okay ? Je vous rappelle que dans la définition d'un espace vectoriel, on a stabilité par combinaison linéaire, donc on veut que f soit stable par combinaison linéaire. Et le troisième point qui est évident, c'est juste qu'il faut s'assurer que f soit bien inclus dans E. Okay ? Deuxième point de notre vidéo d'aujourd'hui, ça va être l'intégrale des fonctions en escalier. Donc on va commencer par définir la notion d'intégrale d'une fonction f qui appartient à epsilon ab, donc d'une fonction en escalier sur ab. Soit ab un intervalle fini, soit f une fonction en escalier sur ab, on va appeler intégrale de f sur ab le nombre réel, somme pour i égale 0 à n-1 des lambda i, ti plus 1 moins ti. Donc vous voyez que là, la notion d'intégrale, c'est juste une définition. On va nommer intégrale de f le nombre réel qu'on a défini ici. À quoi est-ce qu'il correspond ce nombre réel? En fait, ce nombre réel, il correspond à rien d'autre qu'à la somme des aires qui sont définies par les rectangles de notre fonction en escalier. En fait, c'est l'aire qu'il y a entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Okay ? En fait, on se rend compte de quoi? On prend la constante que prend f sur l'intervalle ti, ti plus 1, et on va la multiplier par la longueur de l'intervalle ti, ti plus 1. C'est pour ça qu'on a une somme de lambda i fois ti plus 1 moins ti. Okay ? C'est juste une somme d'aires définie par les rectangles qu'on a avec la subdivision S adaptée à f. Là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'on est en train de nommer intégrale une somme finie. Okay ? Donc en fait, là, on a juste nommé intégrale une somme finie. Donc évidemment, tout ce qui était vrai avec les sommes finies va immédiatement se transférer sur ce qu'on va définir comme intégrale pour les fonctions en escalier. Cette quantité, du coup, là, cette somme des lambda i, ti plus 1 moins ti, on va la noter l'intégrale entre a et b de f de t dt. Okay ? Remarque suivante, l'intégrale entre a et b de f de t dt, elle peut avoir plusieurs écritures. Et oui, si vous vous rappelez bien, on a dit que les subdivisions, elles pouvaient être certaines plus fines que d'autres. Mais en fait, quand on a une subdivision S adaptée à f, si on prend une subdivision plus fine que cette subdivision déjà adaptée, en fait, on va avoir une nouvelle subdivision plus fine qui va toujours être adaptée à f. Et en fait,
si vous regardez la définition de l'intégrale de f entre a et b, c'est juste une somme des lambda i ti plus 1 moins ti. Mais au lieu de faire somme des lambda i ti plus 1 moins ti, je pourrais dire somme des lambda i fois et découper mon intervalle ti plus 1 en plein de sous-intervalles. Je pourrais retrouver une subdivision de ti plus 1 si vous voulez. Et à ce moment-là, je pourrais re-avoir une somme qui, au lieu de ne compter que n termes, va en compter autant que je veux, du moment que ça reste fini. Ok, donc si chaque intervalle ti plus 1, je le redécoupe avec une nouvelle subdivision, si chacune de ces subdivisions, j'ai encore, disons, m points à l'intérieur, in fine, je vais avoir une somme avec n fois m points ou termes dans ma somme. Okay, donc c'est ce qu'on définit ici. Cette intégrale, elle peut avoir plusieurs écritures si on raffine la subdivision. Donc si S et S' sont deux subdivisions adaptées à f, avec S' qui est plus fine, eh ben, on va avoir du coup plusieurs écritures de l'intégrale. Je vous mets un petit exemple ici. On va prendre une première subdivision 0, 1,5, 1 et une autre 0, 1 quart, 1,5, 3 quarts, 1, 2, 0, 1. F, on va considérer comme la fonction indicatrice de 1,5, 1. C'est-à-dire que notre fonction f, elle vaut 0 si x est strictement plus petit que 1,5, et elle vaut 1 si x il est plus grand ou égal que 1,5. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction indicatrice de 1,5, 1. Ok ? Donc, ce qu'on vérifie, c'est que S et S' sont bien adaptés à notre fonction f. Ça, c'est immédiat. Il suffit de voir que f, on peut l'écrire comme du coup des constantes sur 0,1,5 puis 1,5, 1, ou sur 0, 1 quart, puis 1 quart, 1,5, puis 1,5, 3 quarts, puis 3 quarts, 1. Ok, on va avoir l'intégrale de f de t dt qui va pouvoir s'écrire comme une somme à deux termes, des lambda i ti plus 1 moins ti. Ça, la première somme qu'on vient d'écrire à gauche, elle correspond du coup à grand S, et la deuxième somme, on va écrire une somme à 4 termes qui correspond à S'. Okay, lambda 0, ça vaut 0, et lambda 1, ça vaut 1, évidemment. Puisque, pourquoi? F, elle prend la valeur 0 sur l'intervalle 0, 1,5, et elle prend la valeur 1 sur l'intervalle 1,5, 1. Donc, pour le découpage de f avec la subdivision S, on a donc une somme de deux termes, et on a 0 fois l'intervalle 0, 1,5, et 1 fois l'intervalle 1,5, 1. Et idem pour S', on va avoir lambda' de 0 et lambda' de 1 qui vont valoir 0, et les deux suivants qui vont valoir 1. Propriétés, maintenant, on va voir que toutes les propriétés que vous connaissez sur les intégrales, évidemment, elles vont encore être vraies avec l'intégrale des fonctions en escalier, puisque je vous le rappelle, on a ici juste affaire à des sommes finies. Donc, premier point, on va regarder la linéarité de l'opérateur qui à f associe l'intégrale de f entre a et b. On va voir que c'est une application linéaire définie sur les fonctions en escalier de AB. Pour démontrer ça, on va considérer deux fonctions en escalier f et g sur AB, et on va considérer SF une subdivision adaptée à f, et SG une subdivision adaptée à g. On va maintenant considérer mu1 et mu2 un couple de réels. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour vérifier que l'opérateur défini précédemment est bien linéaire. On va considérer grand S la réunion de SF et de SG, et ça va donc nous faire une subdivision adaptée à f plus g. Pourquoi? Parce que évidemment, si SF est adapté à f, SF va encore être adapté à mu1 fois f. Et idem pour SG qui va encore être adapté à mu2 fois g. Par extension, cette subdivision, elle est adaptée à mu1f plus mu2g. Maintenant, f, on va la définir. On sait que les fonctions en escalier, elles ont une expression explicite. Donc c'est la somme des alpha i fois les indicatrices, et g, c'est la somme des bêta i fois les indicatrices. Donc là, je suis en train de dire que f, elle prend les constantes qu'on va appeler alpha i sur chacun des intervalles de sa subdivision, et g, elle prend les constantes bêta i sur chacun des intervalles de sa subdivision. Qu'est-ce qu'on a comme particularité? C'est que SF, on l'a divisé en points ti, et SG, on l'a divisé en points si. Vous avez compris ici, avec les définitions de f et g. Maintenant, pour mu1f plus mu2g, on va avoir une première définition qu'on va pouvoir trouver. Ça va être simplement de sommer les expressions de f et de g qu'on a définies précédemment. Vous voyez ici que j'ai oublié les multiplicateurs mu1 et mu2, ils vont arriver plus tard, je m'en suis rendu compte en cours d'écriture. Bon, il faut bien se rendre compte ici qu'on a mu1 fois la somme des alpha i, l'indicatrice, plus mu2 fois la somme des bêta j fois l'indicatrice. Maintenant, on va réordonner les ti et les sj pour obtenir des wk. Donc ces wk, en fait, c'est juste les points qu'il y a dans la subdivision grand S. Je vous rappelle que grand S, c'est la réunion de SF et de SG.
Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que sur chaque intervalle wk, wk plus 1, on va noter alpha k, la constante prise par f, et on va noter bêta k, la constante prise par g. Évidemment, f et g sont bien constantes sur chacun des intervalles wk, wk plus 1. Et là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va obtenir une nouvelle expression de mu1f plus mu2g. Je vous rappelle que pour montrer que l'opérateur est linéaire, il va falloir travailler sur la somme et obtenir deux expressions qui valent la même chose, mais deux expressions différentes de mu1f plus mu2g, pour montrer que l'intégrale de mu1f plus mu2g est égale à mu1 fois l'intégrale de f plus mu2 fois l'intégrale de g. À ce moment-là, ce qu'on obtient, c'est que mu1f plus mu2g, c'est la somme pour k égale 0 à p-1 de mu1 alpha k plus mu2 bêta k fois les indicatrices des wk, wk plus 1. Et ce qu'on va pouvoir du coup en déduire finalement, c'est que l'intégrale de mu1f plus mu2g de t dt, ça correspond bien à mu1 fois l'intégrale de f plus mu2 fois l'intégrale de g. Pour ça, il suffit juste de reprendre la définition qu'on a donnée précédemment de l'intégrale d'une fonction en escalier, et une fois qu'on a les expressions explicites, ça roule tout seul. Ok ? Propriété suivante, on va voir la positivité. Donc si on prend f, une fonction en escalier positive, son intégrale sur AB, elle va encore être positive. Comment est-ce qu'on s'en rend compte? On s'en rend compte simplement parce que l'intégrale est ici une somme de termes positifs. Propriété suivante, la notion de croissance. Si on prend f et g de fonctions en escalier avec f plus petite que g, alors l'intégrale de f va être plus petite que l'intégrale de g. Pour le vérifier, il suffit de constater que dans ce cas, g-f est positive, donc l'intégrale de g-f est positive, et par linéarité, on obtient l'intégrale de g qui est plus grande que l'intégrale de f. Propriété suivante, on va regarder l'inégalité triangulaire. Évidemment, en fait, si on prend f, une fonction en escalier sur AB, alors dans ce cas, la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt va être plus petite que l'intégrale des valeurs absolues de f de t dt. Pour le montrer, il suffit de vérifier que la valeur absolue d'une fonction en escalier est toujours une fonction en escalier, et que la valeur absolue d'une somme est majorée par la somme des valeurs absolues. Ok, ça c'est juste l'inégalité triangulaire des sommes, qu'on applique ici simplement à une somme, et comme l'intégrale des fonctions en escalier elle est définie comme étant une somme finie, on transporte l'inégalité triangulaire des sommes finies aux intégrales des fonctions en escalier. Propriété suivante, par relation de Chasles, si on prend f, une fonction en escalier sur AB, alors dans ce cas, l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça va être la somme des intégrales entre a et c de f de t dt et l'intégrale entre c et b de f de t dt. On va prendre un point C simplement entre a et b. Pour le vérifier, il suffit de rajouter c à la subdivision adaptée à f. Si on rajoute c à la subdivision, ensuite on n'a plus qu'à appliquer la linéarité de la somme et à scinder l'expression explicite de f en deux sommes distinctes. La première somme qui est la somme pour les points de notre subdivision jusqu'à c exclus, et la deuxième somme qui part de c et qui prend du coup les restes des points de la subdivision adaptée à f. Maintenant, troisième point, on va parler de somme de Darboux et de somme de Riemann. Donc ici, tout l'enjeu, ça va être de prendre une fonction f qui va de AB dans R quelconque, et on souhaite définir l'intégrale de f sur AB. Donc l'idée, ça va être d'approcher f par des fonctions en escalier. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec les sommes de Darboux et les sommes de Riemann. On va considérer S une subdivision quelconque de AB. Et on va considérer E- de fs, la fonction qui à x associe la somme des mi fois les indicatrices des ti, ti plus 1 de x, où le point mi il va être défini comme étant l'inf de f sur l'intervalle ti, ti plus 1. On va faire ensuite la même chose avec E plus de fs. E plus de fs, c'est la fonction qui à x associe la somme des grands mi fois les indicatrices, et grand mi, ça va être le sup de f sur ti, ti plus 1. Ok? Qu'est-ce qu'on remarque à ce moment-là? On remarque que E-, c'est une fonction en escalier. Et c'est une fonction en escalier qui va toujours minorer f. Et E+, c'est également une fonction en escalier. Et c'est une fonction en escalier qui va toujours majorer f. Et ce qu'on va avoir comme particularité, c'est qu'en fait, plus on va affiner la subdivision, plus E- va se rapprocher de f, et plus E+ va se rapprocher de f également. Donc en fait, plus on va affiner la subdivision, plus E- va être grande, et plus E+ va être petite. Donc la petite remarque qu'on va faire ici, c'est que plus généralement, on va considérer alpha i, un point qui appartient à ti, ti plus 1, et on va approcher f par E alpha fs,
qui est la somme des f alpha i fois 1 ti ti plus 1. Ok? À ce moment-là, si par exemple alpha i il est égal à ti, on retrouve la méthode des rectangles à gauche. Et si alpha i il est égal à ti plus 1, on retrouve la méthode des rectangles à droite. Ici, j'ai marqué si alpha i il est égal à l'inf des f de x, mais en fait non, si alpha i il est égal à l'arg inf des f de x. C'est-à-dire que si alpha i est le point où l'inf de f est réalisé, alors on va retrouver à ce moment-là e-. C'est ce que j'écris juste ensuite. Si alpha i maintenant c'est l'arg sup de f, donc le point où le sup est atteint, alors on retrouve e+. Propriété, on va regarder quelques inégalités mais que je viens de définir oralement. On va vérifier que e- en fait est toujours plus petite que f, qui est elle-même toujours plus petite que e+. D'où ça sort? Simplement parce que e- c'est une somme d'indicatrices, et sur chaque indicatrice, on va prendre une fonction constante, ou une valeur constante, qui est égale à l'inf de f. Donc on va toujours avoir notre fonction en escalier e- qui va minorer f. Idem pour e+, qui va toujours majorer f, puisqu'on découpe notre intervalle AB en plein de tout petits morceaux, et sur chaque petit morceau, on prend une constante qui est égale au sup de la fonction f sur l'intervalle correspondant. De la même manière, si S est une subdivision inclue dans S', c'est-à-dire si S' est plus fine que S, alors dans ce cas, E- de Fs est plus petite que E- de Fs', et E plus de Fs est plus grande que E plus de Fs'. D'où ça sort au niveau de l'intuition, c'est ce qu'on voit juste maintenant, c'est qu'en fait, plus on affine la subdivision, plus on va se rapprocher de F, donc plus on affine la subdivision, plus les E- vont se rapprocher de f, et les e+ également, mais du coup, plus on affine la subdivision, plus on va avoir des e- de plus en plus grands, et plus on va avoir des e+ de plus en plus petits. Définition suivante, on va regarder la notion de somme de Darboux. Somme de Darboux, on va prendre a- de fs, c'est la somme des petits mi ti plus 1 moins ti, et a+ de fs, c'est la somme des grands mi fois ti plus 1 moins ti. Qu'est-ce qu'on remarque de particulier? C'est qu'en fait, A-, c'est juste l'intégrale de E- de Fs, et A+, c'est juste l'intégrale de E+, de Fs. Ok, donc les sommes de Darboux, c'est rien d'autre que les intégrales des fonctions en escalier qui minorent et qui majorent. Et la somme de Riemann, c'est quoi? En fait, ça va être la somme des f de alpha i fois ti plus 1 moins ti, et on remarque que R alpha Fs, c'est juste l'intégrale de E alpha Fs. Ok? Là, on a remarqué un point, c'est qu'on a d'abord défini des fonctions en escalier qui minorent, les e-, des fonctions en escalier qui majorent, les e+, et on a considéré des fonctions en escalier quelconques qui, sur chaque intervalle ti plus 1, prennent comme constante un point aléatoire qu'on a pris dans ti plus 1. Okay, et ensuite, la notion de somme de Darboux. Les sommes de Darboux, ça va juste être les intégrales des fonctions en escalier qui minorent, et les A+, ça va être les intégrales des fonctions en escalier qui majorent. Les sommes de Riemann, c'est rien d'autre que l'intégrale de la fonction en escalier, mais qui est particulière puisqu'on a considéré comme constante un point quelconque pris par f sur l'intervalle ti plus 1, c'est-à-dire un f de alpha i. Intuition qu'il y a derrière ça, A- et A+, ce sont des cas particuliers des sommes de Riemann. En fait, encore une fois, alors si on considère alpha i comme étant l'arg inf ou comme étant l'arg sup, on retrouve avec la somme de Riemann qui correspond à ce alpha i, le A- ou le A+ qu'on a défini précédemment. Propriété, on a encore quelques inégalités. On vérifie assez aisément que A- est toujours plus petite que R, qui est toujours plus petite que A+, et que si on a une subdivision plus fine que l'autre, on va avoir A- de Fs plus petite que A- de Fs', et A+ de Fs qui est plus grande que A+ de Fs'. Quelle est l'intuition qu'il y a derrière? C'est encore juste l'intégration des inégalités qu'on a présentées précédemment. En fait, plus on va affiner la subdivision, plus les sommes de Darboux inférieures et supérieures vont se rapprocher l'une de l'autre. En fait, l'intuition qu'il y a derrière, c'est que les sommes de Darboux inférieures et les sommes de Darboux supérieures, elles vont se rapprocher vers ce qui semblerait être une limite commune, c'est-à-dire vers une valeur commune pour A+ et pour A-, qu'on va plus tard définir comme étant l'intégrale de la fonction f dans le cas où elle existe. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a certaines fonctions qu'on a déjà explicitées, comme par exemple l'indicatrice des rationnels, pour lesquelles on est déjà sûr qu'il ne va pas y avoir de convergence vers une valeur commune. Mais pour certaines fonctions, qui vont être les fonctions Riemann intégrables, ou plutôt les fonctions réglées, pour ceux qui connaissent déjà ces notions-là, on verra dans les chapitres suivants que pour ce type de fonction particulière, en fait,
on a bien convergence de A+ et de A-, c'est-à-dire des sommes de Darboux inférieures et supérieures. On va voir également que les sommes de Riemann convergent pour les fonctions qui sont Riemann intégrables vers la valeur de l'intégrale de notre fonction. Donc là, il nous reste quelques questions ouvertes après ce premier chapitre. Donc la première question ouverte qu'on a, c'est comment définir rigoureusement l'intégrale d'une fonction à partir de ses bases. Donc là, on a défini rigoureusement les notions d'intégrale de fonctions en escalier. On a vu qu'on pouvait minorer ou majorer une fonction quelconque par des fonctions en escalier. On a vu qu'on avait des propriétés particulières quand on affinait les subdivisions. On avait les intégrales des fonctions en escalier minorantes et majorantes qui avaient tendance à se rapprocher l'une de l'autre. Maintenant, on aimerait, à partir de ces notions qu'on vient d'introduire, définir rigoureusement la notion d'intégrale d'une fonction quelconque. Et le deuxième point qu'on se demande, c'est sous quelle contrainte une fonction elle va être intégrable. Ok, donc ça, c'est les deux questions ouvertes qui nous restent, qu'on va voir du coup dans les prochaines vidéos qui vont être consacrées à l'intégrale de Riemann. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce type, ça vous permet de soutenir mon travail, et ça permet de mieux référencer la chaîne sur l'algorithme YouTube. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.